Bonjour, je m'appelle Aurélia Ponce, je suis avocate au sein du cabinet DLA Piper, bureau de Paris. Je suis counsel dans l'équipe qui gère plus spécifiquement les sujets de droit numérique et ça fait une dizaine d'années que j'y travaille. Pouvez-vous nous présenter le cabinet ? Donc DLA Piper, c'est une présence internationale. On est dans plus de 40 juridictions. À Paris, on est environ 170 avocats et on a la chance d'avoir cette très belle équipe de droit du numérique puisqu'on est environ 25 avocats. On traite vraiment toute la palette des sujets, que ce soit réglementaires, contractuels, de propriété intellectuelle, de protection des données liées aux projets digitaux. Et on accompagne nos clients à la fois sur des problématiques de conseil et de contentieux dans tous ces domaines du droit. On a une clientèle très diverse, donc c'est aussi bien des grands groupes que des fonds d'investissement, mais aussi des plus petites entreprises très innovantes. À l'occasion des débats du cercle, vous allez intervenir dans une table ronde sur l'intelligence artificielle. Quels sont les thèmes abordés plus spécifiquement ? Alors, on a la chance pour ce panel d'avoir une très belle représentativité des professions juridiques. On a à la fois des directeurs et des directrices juridiques très pointus, mais aussi un éditeur juridique de premier plan, LexisNexis, et puis moi qui représenterai, qui porterai la voix de la profession des avocats et plus spécifiquement du cabinet DLA Piper. Je pense qu'en termes de thématiques, on va chacun en fait aborder les transformations de nos métiers liés à l'intelligence artificielle. Pour les directions juridiques, il y a très certainement des enjeux en termes de gouvernance qui sont déjà en fait à l'œuvre aujourd'hui au sein de leurs organisations. Et puis, pour ma part, j'entends aborder toutes les questions liées à la transformation du métier. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui, mais où est-ce qu'on en sera demain, faire un peu de prospective pour l'industrie du droit. De ce point de vue, on a aussi, je pense, la chance dans ce panel d'avoir en fait un certain nombre de secteurs très divers qui sont représentés. Et du point de vue de l'IA, c'est certain que en fait, selon le secteur, selon les services, selon les produits qu'on vend, les problématiques sont pas les mêmes. Et là, on a la chance d'avoir le secteur tech qui est représenté avec Capgemini, Microsoft, Proofpoint, le secteur pharma avec Servier, et puis le secteur juridique avec LexisNexis et DLA Piper. Justement, la profession du droit, elle en est où dans le virage avec l'intelligence artificielle ? Je dirais, c'est pas une question facile pour comme beaucoup de professions. En fait, les professions juridiques, elles ont essentiellement été impactées par l'intelligence artificielle depuis l'arrivée de l'IA générative. Alors là, c'est effectivement une petite révolution. On a deux enjeux principaux. Le premier enjeu, c'est l'implémentation de l'IA au sein des directions juridiques et puis au sein, le cas particulier, des cabinets d'avocats. Et le deuxième enjeu, c'est comment toute cette communauté de juristes accompagne son organisation dans l'implémentation de l'IA au sein de l'entreprise et puis pour le développement de nouveaux produits, nouveaux services. Si on prend ces deux enjeux dans l'ordre, le premier enjeu, donc ce qu'on constate nous en tant qu'avocats, c'est que parmi nos clients, parmi les directions juridiques, il y a des niveaux de maturité qui sont très différents sur l'implémentation de l'IA au sein de la direction juridique. Ce qui est certain et à peu près un trait commun, c'est que l'implémentation de l'IA au sein de la DG, c'est pas forcément la priorité. Nos clients sont plutôt focalisés sur l'implémentation de l'intelligence artificielle pour le développement de nouveaux produits et nouveaux services, mais ça reste un enjeu quand même très fort puisque on demande aux juristes de travailler de manière toujours plus optimisée et d'accompagner toutes les transformations, ce qui veut bien dire que eux aussi doivent s'adapter à l'intelligence artificielle. Si on prend le cas plus spécifique des cabinets d'avocats, je peux vous parler de DLA Piper, c'est celui que je connais et que je pratique. En fait, nous, on a dès le départ souhaité développer nos propres outils d'IA, parce que c'est un réel enjeu pour nous, notamment en termes de confidentialité et de sécurité de données de nos clients. On préfère maîtriser de bout en bout en fait la chaîne. Aujourd'hui, c'est vrai qu'en fait, il n'y a plus un seul appel d'offres de nos clients dans lequel on ne nous demande pas quels sont les outils d'IA que vous utilisez pour fournir vos services. Donc nous, on a développé à date 3 outils. Un outil que l'on appelle Quantum, qui permet en fait de faire du scoring sur les contrats pour vérifier la conformité ou non aux politiques de l'entreprise. On a un outil
qu'on appelle Butterfly, qui est une sorte de ChatGPT appliqué au contrat, utilisé par les avocats pour en fait interroger l'outil et aller chercher les stipulations sur lesquelles portent les questions. Donc sors-moi toutes les clauses de responsabilité, etc., etc. Et on a un outil qu'on appelle AI Ascension, qui lui est plutôt dédié en fait à la conformité, notamment en droit de la concurrence et en matière d'anticorruption. C'est un outil qu'on utilise dans le cadre d'enquêtes, qui permet en fait de scanner un volume faramineux en fait de documents pour aller rechercher les informations pertinentes et sortir une première analyse sur les points d'attention en cas d'enquête de compliance. Et voilà, donc nous on utilise l'ensemble de ces outils de manière quotidienne, ce qui bien évidemment a un impact sur la manière dont on exerce le métier. S'agissant du deuxième enjeu que j'évoquais au départ, comment la communauté des juristes accompagne son organisation en fait dans l'implémentation des outils d'intelligence artificielle pour le développement de nouveaux produits. Là aussi, nous, on a un rôle en fait de conseil vis-à-vis de nos clients, des directions juridiques, et on travaille notamment avec ces directions juridiques sur la définition de programmes de gouvernance qui permettent de s'assurer en fait que tous les cas d'usage, tous les use cases d'outils d'IA sont bien pris en considération et qu'il y a des lignes directrices très précises et très pratiques et concrètes en fait pour éviter la sortie de route. Ce sera d'ailleurs un des sujets du panel de mardi prochain. Dans ce contexte de gouvernance, on a un enjeu très fort en termes de formation l'ensemble des métiers de l'entreprise qui doivent acquérir un certain nombre de savoirs qui sont d'ordre juridique pour en fait appréhender toutes les problématiques et donc les risques juridiques liés à l'utilisation d'outils d'IA dans certains environnements et dans certains contextes. Donc là, évidemment, c'est les enjeux de propriété intellectuelle, c'est très divers. Il y a la propriété intellectuelle, il y a le réglementaire IA avec le fameux règlement IA qui là arrive au bout de son processus législatif. Mais on a bien évidemment la gouvernance de la donnée, très important, que ce soit d'ailleurs des données à caractère personnel ou non. Des enjeux très forts en termes de confidentialité et de sécurité, ce qui nécessite en fait des analyses contractuelles poussées et des négociations poussées pour ne pas faire n'importe quoi, et ce qui nécessite de savoir quels sont les outils qui sont les outils autorisés et quels sont les outils qui ne sont pas autorisés en termes d'IA en fonction évidemment des usages que l'on en fait. Et en fait, pour conclure sur ce point, je dirais que les directions juridiques, elles sont vraiment aux avant-postes de la révolution IA au sein des entreprises parce qu'elles sont aux prises directes avec la transformation des métiers de leur entreprise, et elles ont ce rôle qui n'est pas facile de sécuriser l'innovation sans pour autant la freiner. Hormis le gain de temps indéniable, comment l'IA peut-il révolutionner le quotidien des professionnels du droit ? Nous, on a coutume de dire qu'il y a un triptyque dans l'innovation. On commence par l'optimisation, après on passe à la transformation, et ensuite il y a la diversification. À mon sens, s'agissant des professions du droit, on est encore essentiellement dans la phase d'optimisation, mais on commence à entrer dans la phase de transformation et pour reprendre en fait les outils que j'évoquais tout à l'heure, typiquement Ascension, c'est déjà une transformation dans la manière dont on exerce notre métier d'avocat, puisque en fait maintenant il s'agit de bien instruire cet outil et ensuite de vérifier en sortie ce qu'il restitue comme analyse. C'est la notion de human oversight. Il faut toujours vérifier ce que fait l'IA. Et évidemment, ça constitue une transformation puisque précédemment, on aurait dû revoir en fait des dizaines et des dizaines de documents pour identifier les grandes masses et ensuite les grands risques et ensuite passer à la phase d'analyse. Et là, évidemment, c'est plus du tout la même chose. Ensuite, si on parle de diversification, donc l'étape d'après, qu'on fait un petit peu de prospective, qu'est-ce que ça veut dire pour un cabinet comme le nôtre? Je pense qu'il y a là une réelle question qui se pose. Nous, on a récemment en fait engagé un chief data officer au niveau international, ce qui montre bien qu'il y a une réelle évolution du métier juridique, en tout cas au sein des cabinets. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va devenir finalement comme des éditeurs de solutions, d'outils d'IA juridiques? Évidemment, ça pose plein de questions parce que on a beaucoup, en fait, on est une profession réglementée, on a des obligations très fortes en termes de confidentialité
des données de nos clients. Et évidemment, ça reste le point cardinal. Donc en fait, toute réflexion qui serait relative à la diversification de nos métiers devra se faire au regard en fait des problématiques qui sont les nôtres en tant que profession réglementée et d'obligations à l'égard de nos clients. Quels sont encore les freins associés à l'usage de l'IA dans le domaine juridique? Alors je dirais qu'il y en a principalement 4 que j'arrive à identifier là comme ça. Je pense que le tout premier, c'est celui sur lequel, que j'avais commencé à aborder, c'est la confidentialité et la sécurité des données. En fait, que ce soit des outils qu'on développe en interne ou des outils marché, on a toujours évidemment cette préoccupation à l'esprit. Et donc évidemment, quand on développe un produit maison de bout en bout, c'est plus simple de maîtriser la sécurité et l'intégrité des données qu'on traite, que ce soit les nôtres ou celles de nos clients, bien évidemment. Mais lorsqu'il s'agit en fait de faire appel à des outils du marché, évidemment que là, il faut sécuriser avec toutes les garanties adaptées dans les contrats, les obligations de sécurité, d'étanchéité des données, le fait qu'il n'y aura pas de remontée de données qui pourront être utilisées pour entraîner les modèles d'IA, et tout ça, évidemment, ça crée des complexités et des responsabilités pour nous, en tout cas en tant que cabinet, qui sont vraiment à prendre en considération dans l'utilisation des outils d'intelligence artificielle dans notre pratique quotidienne. Deuxième, je pense, frein ou inquiétude plutôt, c'est le risque d'hallucination et de biais des IA génératives. Bien connu maintenant. Donc en fait là, évidemment le juriste il se dit toujours c'est super, on m'a apporté une solution un peu toute faite, mais il y a une méfiance qui est d'ailleurs totalement justifiée et qui justifie quand même une vérification humaine. Et je pense que plus qu'un frein, c'est juste la manière dont on devrait tous utiliser les outils d'intelligence artificielle dans le cadre de nos professions juridiques, donc avec une vérification poussée de ce qu'on nous présente comme étant la résolution d'un problème juridique ou d'une analyse qu'on a demandé. Troisième point, il y a une question évidente de répartition du risque et des responsabilités, puisque tous ces outils d'IA, en fait, ils sont formidables, mais évidemment, il y a une question derrière qui est sous-jacente, c'est qui est responsable si l'IA raconte n'importe quoi, et derrière, évidemment, des questions d'assurance. Donc, je pense qu'il va y avoir une réadaptation et une restructuration, en fait, dans les accords que ce soit en fait au sein des professions juridiques, je parle des éditeurs, je parle des cabinets d'avocats, des directions juridiques, il va forcément y avoir en fait un traitement de cette question de responsabilité dans les relations entre les uns et les autres. C'est pas un frein, encore une fois, c'est juste une adaptation. Autre point en fait assez essentiel, je pense que c'est en fait le coût de développement d'outils d'IA qui soient sécurisés et fiables, déjà abordé en fait à plusieurs reprises, mais évidemment, en fait, quand on développe des outils maison, nous, ça représente des dizaines de millions d'euros d'investissement, et c'est pas encore assez. Tout le monde, tous les cabinets ne sont pas en mesure de fournir ces investissements. Ça dépend de la surface financière, des données aussi que l'on a pour éventuellement, entraîner des modèles. Et donc derrière, en fait, se pose la question de est-ce que j'ai intérêt à développer mon propre outil ou est-ce que j'ai intérêt à acheter les outils du marché, c'est la question du make or buy. Il faut prioriser. Et je pense que ce travail de priorisation, encore une fois, sans être un frein, c'est un travail nécessaire, préalable, pour déterminer quels sont les outils d'IA qu'on a envie d'utiliser et d'intégrer en fait dans nos pratiques, dans l'exercice de nos professions juridiques, de manière sécurisée et pour être certain en fait qu'on en fait le meilleur usage au regard de nos obligations respectives. Et s'agissant de notre profession, évidemment, toutes nos obligations réglementaires et déontologiques.